Bonsoir à toutes et à tous, donc je la refais très rapidement, Mehdi de Despodcast, je suis accompagné de Félix et de Tréa, et on va commencer l'actu, les news catch. Alors, tac tac tac. On commence avec AJ Styles contre Grand Metalik. Alors, honnêtement, un match plutôt bon, vraiment. Enfin, Grand Metalik qui est réellement le roi des cordes, mais qui n'a rien pu faire, qui s'est fait complètement shutdown par AJ Styles. Du coup, ça c'est assez bien. Ça a assoit AJ dans son rôle de champion intercontinental. J'ai beaucoup aimé. Après, j'aurais préféré voir Grand Metalik faire ses grands sauts, mais évidemment, ça collait pas dans la storyline. Donc, WWE oblige. Voilà. On n'a pas dû voir le, Donc, on n'a pas dû voir le même match. Parce que Ouh, ça va clasher. moi j'ai eu énormément de mal. J'ai trouvé assez calamiteux en rythme, et j'ai trouvé le final assez désastreux. Alors que KJ Styles gagne, c'est cousu de fil blanc, qu'évidemment il allait pas céder son titre à Grand Metalik, mais même pour l'ensemble, à part quelques petites actions au début du match qui s'enchaînent à peu près correctement. Moi, ça continue un peu le naufrage des J-Style qui est là, histoire d'être là, quoi. Vraiment, il vient, il fait le strict minimum syndical et tac tac badamoum bonsoir, comme disait Belmondo, et au revoir, quoi. Donc, je ne sais pas si. Toi, tu l'as ressenti avec un peu plus d'enthousiasme, apparemment. Ah, moi, j'aime beaucoup AJ Styles déjà. Je le trouve extrêmement technique. Ah, nous Le aussi, mec a hein, en dehors du fait qu'il soit platiste, on l'aime bien, hein. ça. Chacun ses croyances, hein, comme on dit. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Voilà. Même plat. Arnold Levy. Non, mais après, ouais, moi, j'aime beaucoup Grand Metalik. C'est toujours un plaisir déjà de le voir. Oui. De le voir à la télé. En fait, c'est ça le truc. C'est dans cette période Covid, je t'avoue, je me réjouis en fait de voir les catcheurs venir et essayer de nous montrer quelque chose. Même si effectivement là pour le coup AJ Styles a fait le service minimum, c'est toujours sympa de voir justement le Chaos venir parce que bon c'est quand même des sacrés athlètes quoi. Ouais. Non, là-dessus il y a rien à dire. C'est certain. Après, Oui. concernant AJ Styles, tu disais, Mehdi, que tu avais l'impression qu'il était en pilote automatique. Mm. Et apparemment, c'est pas infondé ce que tu dis parce que depuis l'éviction de ses poteaux Doc Gallows et Karl Anderson, apparemment Oui. ce serait de la faute de Polyman qui aurait encouragé le fait qu'il soit sur la liste des licenciés. Et que AJ Styles l'a pris comme une trahison et que du coup il a voulu rester que s'il était transféré à SmackDown, et du coup c'est pour ça qu'il est à SmackDown depuis son retour post Boneyard match. Et bien depuis qu'ils sont partis, il est un peu un petit peu en petite déprime, le AJ Styles, et il dirait même pas non à un petit retour à Impact Wrestling. Ah oui, carrément. Parce que Doc Gallows et Karl Anderson, ils sont en mode mais bien gros, on va se marrer, blablabla, blabla. Et donc AJ Styles, il joue un peu avec ça en ce moment. Il dit bah pourquoi pas, faut jamais dire jamais. D'accord. Ok. Il a quand même précisé que il aimerait finir sa carrière à la WWE. Ah bah ça, j'en doute pas. Au niveau financier, ce serait mieux. Bah, c'est ce que je me dis, ouais. Oui, là-dessus, il fait jouer peut-être pour faire monter les enchères ou autre, C'est mais possible. après, c'est possible aussi que ça soit sincère, hein. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Je sais pas quand est-ce que son contrat actuel se termine, mais c'est très possible. Ouais. Ok, très très bien. Donc. What else from Ouais. SmackDown? Est-ce que tu as des souvenirs d'autres matchs Alors, j'ai la liste sous les yeux, donc ça va être facile. Drew Gulak contre King Corbin, anecdotique au possible. Next. Next, oui, non, mais ça sert juste la storyline Shorty J qui devient heel. Et encore, on sait même pas si c'est vraiment un heel turn. Ouais. Ouais,
on va dire c'est King Corbin qui essaye de push les copains, mais ouais, je sais pas, ça prend pas. On peut passer hein, quand c'est vraiment anecdotique, hein, on te rassure. Ouais. Il n'y a pas d'obligation. Biggie contre The Miz, le premier match de Biggie, ça me fait chier parce que j'ai pas pu le voir en entier parce que j'étais occupé. Mais apparemment Biggie gagne son premier match. Bon, en même temps, The Miz, c'est un peu devenu la blague en ce moment, clairement. Heureusement d'ailleurs que John Morrison est de retour et redonne du charisme. Ouais, non, vraiment John Morrison. Par contre là, je shout out pour lui parce que il est au-dessus de tout le monde. Clairement à la WWE à l'heure actuelle en termes de qu'est-ce que je sors, qu'est-ce que je montre au public. Le mec il envoie vraiment. Vous en pensez les gars de alors c'est progressif, mais on en parle de plus en plus et puis la WWE le montre parce que Kofi Kingston est blessé, parce que Xavier Woods il a l'air vraiment out l'histoire, mais le push solo de Biggie qui est en train de naître, vous en pensez quoi? C'est cool. En vrai, il le mérite. Il le mérite en vraiment. Il a une personnalité juste magique. Il a un charisme énorme. C'est la voix de The New Day. C'est à chaque fois quand il y a des fans, c'est lui qui fait monter la sauce. C'est vrai. Sans Biggie, il n'y aurait pas de New Day. Kofi Kingston, je me rappelle de lui quand j'ai commencé à regarder du catch quand j'étais gamin. Il était anecdotique. C'était un jobber. Ils sont très complémentaires. Ils sont très complémentaires, mais c'est vrai que je te rejoins sur l'idée que Biggie reste l'âme du New Day, comme tu l'as très bien dit, par la voix, par le côté très excentrique dans cette frange-là de comedy wrestling. Je serais pas étonné que l'histoire des pancakes, des signatures de ce genre-là, ça vienne de lui. Voilà, donc je pense que là-dessus, ils sont complémentaires, mais lui a toujours été le plus remarquable, si on peut dire, vraiment au sens premier du terme. Donc, ouais, je rejoins Tréa sur le fait que... Et la deuxième question, c'est... est-ce que, parce que c'est le gros débat en ce moment, Booker T par exemple, il a dit que si effectivement il méritait le push et compagnie, mais s'il voulait vraiment être pushé en tant que vrai main eventer, etc., il fallait qu'il change de look, qu'il change de gimmick et qu'il devienne plus sérieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur T ou pas? Un changement de gimmick, non. C'est même un heel turn, ce serait catastrophique. Je pense que Biggie, c'est juste le babyface ultime, qui peut avoir justement les coups de sang, comme tu peux voir chez un McIntyre, où ça reste un combattant, tu vois. Biggie, je pense qu'il a tout le potentiel. C'est juste peut-être une évolution du gimmick. Justement, le fait qu'ils soient en solo run, qu'on le voit justement Manhandle, The Miz et John Morrison tous les 4 matins et rouler sur le reste de SmackDown. Oui. Le problème, c'est que je ne vois pas quel pourrait être le type d'évolution. C'est-à-dire que moi, malheureusement, Biggie, je vais faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, parce que c'est un big guy dans un tout autre registre, que ce soit physiquement et au niveau de son catch. Mais pour moi, Biggie, c'est comme Ishii, en fait. J'ai à la NJPW, pour ceux qui connaissent. Tu vas lui jeter un sort, là. Dans le sens où je ne le vois pas se dégager de cette éternelle position mid-card de luxe. Honnêtement, il est là, il fournit beaucoup d'énergie, c'est un gros taulier. On parle souvent de R-Truth à ce niveau-là, dans le côté aussi un peu yes man et tout. Biggie se pose là, quoi, et pourtant pas vraiment comment dire, de titres ou des éléments vraiment notables, pas de souvenirs de Biggie moment. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite, mais moi je suis un peu circonspect, en fait. Je vois vraiment rien pour l'instant. J'arrive pas à me projeter quelque chose qui le mettrait en avant sans que ça soit ridicule. Voilà, c'est surtout ça la nuance. Voilà.
Ce qui nous amène donc ensuite à une purge qu'on va très vite passer. Naomi qui vient à bout de Lacey Evans. Match de 3 minutes 15. C'est un peu dommage, alors je vais te demander ton avis Tréa, mais c'est un peu dommage que je pense que il y aurait pu avoir une matière et j'ai même été, alors ça me surprend beaucoup et j'espère que Jérôme ne me tapera pas d'ici la semaine prochaine, mais j'ai été un peu agréablement surpris par Lacey Evans au niveau du rythme du match. Bon, après il fait 3 minutes 15 le match, hein, donc voilà. Après, juste avant d'avoir l'avis de Tréa là-dessus, il y a Super Miku dans les commentaires Oui, qui nous dit qui a une opinion assez intéressante sur Biggie, qui nous dit selon lui que le succès de New Day a bouffé la carrière solo de Biggie. Donc dans l'œuf entre guillemets quoi, avant même que il soit assez mature et qu'il ait ce push aujourd'hui. C'est le New Day et l'importance du New Day qui selon lui aurait empêché qu'il ait une vraie carrière je suis solo. moyennement d'accord, hein. Il avait eu son époque avec Dolph Ziggler et Jelly dans l'espèce de squad là, à 3, le squad à 3, bravo Mehdi, dans l'espèce de trio, pardon, avec à l'époque, et il s'est jamais démarqué non plus, hein. Et il était assez proche déjà du personnage qu'il avait, que ce soit le déhanché, que ce soit le côté un peu rigolard, même un peu plus vénère quoi en fait. Il était plus sérieux quand Oui, même. oui, il était carrément pas- plus sérieux. Non, mais c'est là où ça pose question. C'est même en arrivant à avoir cette position-là, il s'est pas démarqué déjà à l'époque. Donc moi, en mode bas du front, je me dirais pourquoi aujourd'hui. Et ça me permet de remercier dans un tout autre registre Bran1265 pour son follow. Merci à toi et bienvenue. N'hésite pas effectivement à intervenir comme Super Miku. Mais n'hésite pas si tu as des perspectives que tu vois dans ta tête Super Miku par rapport à Biggie à nous les partager. Tréa, tu en as pensé quoi de ce match Lacey Evans Naomi? Il y avait un match. Il y avait un match? Non, bon bah alors next, c'est dommage parce que moi j'adore Naomi donc Ouais, c'est ça. Non, mais Lacey Evans et Naomi, je sais pas, il n'y a pas d'alchimie. Ça colle pas. Enfin, elle se tape sur la gueule, mais bon, enfin, il y a pas de feud quoi. Il y en a une qui a gagné le concours. karaoké. C'est le karaoké et l'autre est pas contente. Enfin, juste c'est débile, ça apporte rien quoi. Ok. Et puis Naomi, ça la dessert plus qu'autre chose au final. Oui, mais elle en finit plus d'être dans les fins fonds et de revenir et de retourner dans les fins fonds. On l'appelle une fois par an pour faire son spot à la Kofi Kingston là, pendant le Royal Rumble et puis après elle disparaît quoi. Bon, bah ça fait mal à la gueule, voilà, comme on le disait avec Tréa, on a pas mal d'affection pour elle et je sais que notre ami Volodia aussi l'aime beaucoup et on la salue, Volodia comme Naomi d'ailleurs. Le match pour le titre SmackDown titre féminin entre Bayley accompagnée par Sasha Banks, hein, c'était pas un tag hein, mais elle était accompagnée, elles sont un peu siamoises maintenant, et qui vient à bout de Nikki Cross, elle-même accompagnée d'Alexa Bliss, un peu moins de 9 minutes de match. Voilà, est-ce que tu veux exprimer ton opinion sur le match? Sur le match, Non. parallèlement, ouais, non, enfin, c'est la même chose qu'on voit depuis quasiment 2 mois. C'est ça. Nikki Cross qui se fait rouler dessus par Bayley parce que ça triche. Rouler Voilà. dessus, je te trouve un peu dur, mais Elle s'impose de plus en plus dans ses matchs, mais oui. il y a toujours une intervention. Mm. Bon, c'est normal, c'est des heels, ils sont là pour ça. Mais au bout d'un moment, je veux dire, il faut qu'ils aillent se faire revoir les yeux, les artistes, les arbitres de Les la artistes. WWE. Ils sont un peu des artistes. Toutes les semaines, c'est la même chose, quoi. Et puis alors, on verra sur Raw tout à l'heure, mais c'est pareil avec Asuka. C'est Oui, juste. bien sûr. Mais bon, Asuka, il y a quand même une dynamique, on va dire, dramatique un peu plus poussée avec Kairi Sane qui se fait bolosser de toutes parts. C'est un peu son pot de départ à Kairi Sane, se faire démonter par tout le monde. Mais voilà, bon, je te rejoins. En tout cas, moi, j'annonce, non pas à coup de pied latéral en pleine face, comme on disait dans la tour Montparnasse infernale, mais que ça signe pour moi l'arrêt de mort de Nikki Cross. Parce que je posais beaucoup la question, quid de Nikki Cross, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce que c'est que cette alliance avec Alexa Bliss? J'ai une autre opinion là-dessus. D'accord. Parce que pour le coup, Nikki Cross, ce push qu'elle a eu, même si elle a pas confirmé,
c'est une évolution du personnage. Et en termes de storyline, en plus, là, ce qui se passe, on va y arriver, au truc vraiment important au final de SmackDown, ce qui s'est passé juste à la fin. Ou pas. Mais il y a du coup la scission de Nikki Cross et Alexa Bliss. Supposé, ouais. Peut potentiellement indiquer un heel turn de Nikki Cross qui va nous faire une Bayley en fait. Ouais. Et là, j'en ai marre de perdre, du coup je deviens méchante et je vais gagner comme ça. Alors on remet dans le contexte, donc Nikki Cross perd, elle s'embrouille avec, elle supporte très mal la défaite, elle repousse Alexa Bliss qui venait la réconforter, donc comme tu dis, potentiel heel turn, c'est le vague truc qui me permet de ne pas sombrer dans le désespoir, qui me fait dire peut-être qu'elle va renouer avec son premier personnage un peu barré qu'elle avait auparavant, enfin survolté on va dire, si elle peut éviter les écueils genre folle psychiatrique, ce serait bien. Et juste après, donc je te laisse la joie de l'annoncer, Alexa Bliss qui se retrouve seule sur le ring et... The Fiend apparaît. Voilà. The Fiend. C'est ça. The Fiend apparaît et fait le tour d'Alexa et puis lui appose un Mandible Claw. Voilà. Et ça se termine sur ça. Et alors là, pour le coup, tu vois, moi je dis bravo la WWE parce que enfin, on a des storylines qui veulent dire quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a une storyline sur le long terme qui donne envie de venir voir SmackDown chaque semaine. Attention, ne vend pas la peau du Fiend avant de l'avoir tué. Hein. Ouais, surtout qu'il est immortel. Mais après avoir, j'imagine que tu fais référence à la continuité avec le Extreme Rules Horror Show. Exactement. Ouais, où on voyait effectivement, c'est d'ailleurs la figure un peu comme ça de Madone d'Alexa Bliss, qu'on sait pas trop d'où ça venait, qui venait perturber Braun Strowman dans son match, son swamp match dans le marais. Est-ce que finalement, parce que là dans ce match-là, Alexa Bliss, on avait l'impression que c'était une autre forme de Sister Abigail. C'est ça, c'est ce que je me demande. Donc un peu l'entité pseudo-démoniaque qui contrôle Bray Wyatt, et donc peut-être qu'il y avait un lien avec The Fiend. Mais là, j'ai l'impression que vu que The Fiend essaye de la manger, est-ce que ce serait pas plutôt la Vierge Marie et que The Fiend c'est Satan qui essaye de forcer ou de forcer une immaculée conception, je sais pas. Bah, les paris sont ouverts. Non, mais il y a vraiment rien de dégueulasse, hein, je dis sincèrement. Je veux dire, je parle même pas de la symbolique, effectivement, du gant en bouche, peut-être d'une espèce de possession, comme t'as dans beaucoup de récits autour du diable, qui vient... C'est très drôle, ça. Mais pour le coup, je m'orienterais plutôt vers ça, parce que Bray Wyatt, il a pour habitude de justement beaucoup référencer toutes les apparitions de The Fiend. Hein. Ce mec est un génie, clairement. Quand tu vois toutes les références et toutes les implications, t'as dans chacune des, je crois que c'est dans les promos de Husky Harris, tu peux retrouver des thèmes qui vont se retrouver dans les promos du coup de la Firefly Funhouse. Il y a plein de choses qui sont planquées partout. C'est juste un plaisir à décortiquer. Et là, à l'heure actuelle, moi, ce que je pense qui est en train de se passer, c'est du coup, The Fiend, en fait, veut relancer sa storyline justement de Sister Abigail, sauf que cette fois, c'est pas ridicule, c'est pas lui déguisé en Sister Abigail, et on fait enfin quelque chose d'Alexa Bliss, qui sert un peu de potiche depuis 6 mois. Ouais. Et du coup, pour moi, The Fiend, à chaque fois qu'il applique un Mandible Claw à quelqu'un et qu'il le finit comme ça implique un changement de personnalité de la personne. Ou une disparition dans le cas de John Cena. Une disparition pour le cas de John Cena, voilà, tout à fait. Ce match est juste magique. Ah oui, c'est certain. C'est un peu match emblématique, même pas du Cinematic Universe, mais en tout cas Cinematic Universe très référencé. Et ben écoutez, on verra bien. Et puis aussi, quand même, pour rappel, pour ceux qui ont lâché depuis très longtemps la WWE, il faut rappeler que Alexa Bliss, qu'on l'apprécie ou pas, moi j'ai rien de particulier, je la trouve plutôt sympathique dans son rôle de heel depuis des années. C'est quand même une valeur très
très sûre, très forte et très régulière à la WWE. Elle a été beaucoup titrée ces dernières années, et je dirais qu'avec le récent push avant son annonce et son départ pour sa grossesse, c'était peut-être celle sur laquelle capitalisait le plus la WWE depuis ces dernières années, avec peut-être Charlotte Flair effectivement dans une autre moindre mesure. Voilà. Malheureusement, elle est blessée. Ouais. Enfin, non, blessé sur la dimension officieuse WWE, mais officiellement, en fait, c'est une prothèse mammaire qui a sauté ou qui s'est déplacée qu'elle va faire opérer. Et avec laquelle elle avait des problèmes depuis longtemps. Si vraiment on veut être pointu jusqu'au bout. Voilà pour qui clôt ce show SmackDown. D'un show WWE à l'autre, on arrive à Raw, sur lequel je pense que mes camarades, juste avant de lancer, n'étaient pas d'accord avec moi. Donc on est parti. Premier match pour le titre, show de lundi dernier, pour le titre des États-Unis, des États-Unis d'Amérique. Apollo Crews qui vient à bout de MVP. Alors on rappelle un petit peu le joyeux bordel. Apollo Crews lors du dernier pay-per-view qui était devenu champion USA par intérim parce que Apollo Crews ne s'était pas présenté à son match. C'est MVP qui est champion intérimaire. J'ai dit Apollo Crews, pardon, MVP, oui. effectivement. Merci de corriger Félix. Et de fait, donc là, on se retrouve dans un match où Apollo Crews a récupéré son titre et où il vient à bout de MVP. Sans grande surprise, 1, 2, 3, malgré effectivement l'assistance de Bobby Lashley, Shelton Benjamin, toujours dans les mauvais coups. Et ça va se poursuivre dans un truc qui nous a fait beaucoup rire, à défaut de pleurer. Donc MVP qui demande un rematch qu'il obtiendra pour la semaine prochaine pour le titre de champion USA. Et surtout, ça nous amènera à quelque chose de plus de plus dark, de plus sombre, j'allais dire de plus sark, faut faire une fusion des deux. Qui, on vous promet, restez avec nous, si vous n'avez pas vu, va bien vous faire rire. Quelque chose à dire peut-être sur ce match-là, messieurs, si vous l'avez vu en recap Déjà, deux choses. Un, encore un double champion, certes, éphémère dans une fédération à ce moment. Décidément, il y a tellement peu de fans qu'il faut doubler le nombre de ceintures. C'est ça. Sauf que là, on n'est pas sur des niveaux de titres. Voilà. Sûr. Ouais. Bien sûr, je suis sarcastique là avec ton sarcle. Et puis, deuxième truc, c'est que avant ce match-là et pendant le match, parce que c'est la justification aussi de la demande de rematch de MVP, c'est que on arrive dans le show et il y a des problèmes techniques, les lumières s'éteignent, on n'entend plus les micros. Tout à fait. De but en blanc comme ça, on a l'impression que c'est juste le show qui est mal produit, alors que on peut rien lui reprocher par rapport à ça. On aurait pu croire, parce qu'il y a eu une grosse purge au Slammiversary. Slammiversary, j'arriverai jamais à le prononcer correctement. Ça, c'est l'impact. Ouais. Non, mais on se doute que voilà. Prod. Eux, s'il y a bien un truc qu'on peut pas leur reprocher, c'est la prod. Si parfois ça devient tellement propre qu'on glisse et du coup on se fait mal. mais du coup ça joue un peu plus tard dans le show parce que c'est encore une storyline de plus. Incroyable, unbelievable. I want to go Paul. Ouais, exactement. Les storylines, pourquoi pas, mais autant c'est mieux quand même de savoir comment les écrire. Voilà. Mais sinon, qu'on s'entende, j'ai pas dit le contraire. Ouais. Parce que il y a certaines storylines qui sont très bien écrites et à côté de ça, effectivement, tu as des trucs complètement stupides qui sont probablement validés au dernier moment par Vince McMahon et qui font jamais sens. Ou très en avance, mais qui sont profondément connes, ça arrive aussi. Mais je dirais plus pété que stupide en l'occurrence. Donc là, ce à quoi Félix fait référence, c'est vrai que ça va être un fil rouge, c'est le deuxième fou rire de la soirée. Enfin, le mien en tout cas. Ensuite, tag team match. Excuse-moi, j'ai été un peu vite. Est-ce que tu voulais dire un mot, Tréa, sur ce match? Ouf, non. Next. Apollo Crews, à part le fait que c'est un putain d'athlète, c'est ça. C'est vraiment un très 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 bon athlète. Ah oui. Le mec fait des trucs de fou furieux, je pense. Mais je sais pas, il a pas la tête du champion, quoi.
C'est Non, bien non, de, il est. c'est bien de lui mettre la ceinture, histoire de. En plus, c'est une ceinture transitionnelle avec le nouveau modèle. Oui, et puis il a fait Ok, ses preuves, voilà. il a bouffé vraiment les mauvaises herbes, ce que tu veux pour rester poli, Ah, donc on le récompense. Mais ouais, c'est vraiment le c'est type de champion où on se demande, comme Félix l'a beaucoup marqué sur ses dernières émissions, ses derniers Catch à Cast live, c'est vraiment le genre de champion, on se demande quand le public va vraiment complètement revenir, qu'est-ce qui va arriver d'eux. Déjà Drew McIntyre, même s'il prend, je trouve, de plus en plus non. d'ampleur et d'étoffe et qui s'étoffe à mesure des shows, je m'inquiète un peu moins pour lui, mais lui, Apollo Crews, je sais pas, je vois pas durer longtemps. Donc tag team match juste après ça, Liv Morgan et Ruby Riott à la suite d'un arc du Kevin Owens Show qui va aider en fait à les réconcilier, en tout cas à les amener à se battre ensemble le temps d'un match. Alors traitez-moi de, on va dire, de fragile, de soft guy, de ce que vous voulez. Moi, ça m'a touché en fait. Je sais pas pourquoi, mais le petit discours de Ruby Riott, les yeux forcés, humidifiés de Liv Morgan, ça a bien marché pour moi. C'est pour ça que globalement, je l'annonce maintenant. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais j'ai trouvé, pour avoir vu le show dans son entièreté, que je l'ai trouvé très bien équilibré globalement ce show et que je l'ai même, je peux oser dire, vraiment apprécié. Et donc, Oh, oui, oui, je l'ose. Ouais. Et en l'occurrence, donc, Liv Morgan et Ruby Riott viennent à bout des Iconics dans un match excessivement quelconque, qui viennent effectivement réclamer encore une fois un dû qui n'est absolument pas dû. Et Liv Morgan et Ruby Riott qui reviennent un peu BFF, effectivement, sur le tas. Ensuite, nous avons un triple threat match WWE pour le juste titre av- 24/7. Oui, avant le 24/7, oui. qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien les questions, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de Kevin Owens, le nouveau mentor attitré de tous les mid-carders de Raw? Moi j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. J'adore Kevin Bah, de Owens. toute façon, oui, C'est voilà. un Québécois! C'est un Québécois! Non, mais Attention, il est très pris par notre cher Michael qui veille au loin, hein. C'est un peu son. Ah oui, hein. Il y a- Quel énervé, hein. c'est moi, c'est un de mes chouchous, Oui. honnêtement. Ah, Je regrette qu'à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression qu'il s'amuse beaucoup. non, c'est moins qu'on puisse dire. J'ai même l'impression qu'il fait la gueule et qu'il fait le service minimum. Mais ce gars est juste génial. Ouais. Il a une intensité que beaucoup n'ont pas, quoi. Et Ah, il te vend un show ouais, à lui tout seul, hein. C'est vraiment. c'est ça. Non, non, mais on est d'accord. Et pour te répondre, Félix, oui, oui. Moi, je suis très chaud. Il y a un truc un peu Inception perturbant. Alors, on a parlé de la relation abusive pendant toute une émission, McMahon et Kevin Owens sur un modèle un peu différent, mais identique dans l'abus entre lui et McMahon. Là, je suis en train de me dire, il y a une espèce d'arc. Pardon? Disponible sur la chaîne YouTube du Catchacast. Tout à fait. Incroyable, quel homme. Mais là, je me demande si on n'est pas passé à la phase, pas révolte, mais en tout cas, crise d'adolescence, quoi. Là, ça commence un peu à se fighter, à dire des choses. Est-ce que c'est pour mieux le refoutre la tête sous l'eau plus tard? On verra bien. Mais là, il y a une espèce de petite rébellion vis-à-vis de Ric Flair, dont on parlera tout à l'heure, qui est assez intéressante. Ce qui nous amène donc à la suite, j'allais dire, le titre 24/7 match triple menace entre Akira Tozawa, R-Truth et Shelton Benjamin. Et c'est Akira Tozawa qui gagne et prend le titre. Ouais, effectivement. Il continue d'être assez rigolard. J'ose espérer que ça va pas durer trop longtemps, même si cet arc ninja, moi, me fait quand même sourire, mine de rien, mine de Ah crayon. non, moi, je m'arrache les yeux à chaque fois. Tout ce qui est intéressant. La seule chose en fait réellement intéressante dans cet arc ninja, c'est le grand ninja. C'est Qu'on voit pas beaucoup d'ailleurs. lui, qu'on voit pas beaucoup, mais lui, je veux le voir catcher en fait. Moi, je suis pas Parce très que rassuré, hein. c'est- Ouais, ah, ouais, il me paraît très grand dadé. Moi non et plus. justement, Déjà que la et- WCW, ils avaient déjà un Super Giant Ninja et qu'il était à chier. Hmm. Un deuxième, non merci.
C'est ça. Mais après, l'arc ninja, à la rigueur, enfin, ils peuvent le bazarder, tu vois, ils peuvent changer son gimmick, mais c'est juste, j'ai envie de voir un nouveau géant à la WWE. Parce que, enfin, à part Big Show, à l'heure actuelle, tu n'as plus de géant. Bah, Braun Strowman, qui va pas Tu n'as tarder à plus revenir. Oui, mais non, mais Braun Strowman, c'est le problème, c'est qu'il est entre deux, quoi. Ah, si tu me dis c'est pas un géant, il faudra qu'on revoie tes perspectives d'échelle. Hein. Non, oui, non, mais là, même Drew McIntyre. C'est pas un géant dans le sens. Il domine pas de deux têtes tout le monde, tu vois. Et sa main fait pas, même s'il a des grosses mains, même s'il a un gimmick sur Get This Hands. D'accord. Je sais pas, je trouve Toi, que c'est juste un Drew McIntyre beefed up, mais c'est pas plus, quoi. Toi, t'es un gars du Big Show, t'es un gars du André le Géant, t'es un gars du Bob Sapp pour le K1. D'accord, je vois le genre. Oui. Monsieur a ses exigences. Non, mais après, c'est juste que il a déjà d'une, il a pas le rythme d'un géant, même s'il essaye de faire, mais il va trop vite, il va beaucoup trop vite et quitte à faire moi je le verrais plus dans une posture Undertaker, tu vois, honnêtement, en mode je bouge lentement et puis d'un coup ça sort et tu sais pas d'où ça vient et le mec il te sort un truc énorme. Sauf que Braun Strowman n'a pas la capacité physique de le faire. C'est juste un strongman qui est capable de bouger des ambulances, qui gueule très fort, qui a et de courir autour du ring. Et de courir autour du ring. Bon. C'est même devenu son gimmick, c'est le Strongman Express, quoi. Ah, j'avais loupé celui-là. Oui, non, maintenant il a une nouvelle entrance avec un train qui arrive, c'est le Strowman Express. Chouchou. Et ben, d'un train à l'autre et d'un truc qui déraille à l'autre. Pour rester dans le wagon, j'ai juste une question parce que moi je suis plus trop SmackDown Hero à part si vraiment il y a des trucs choquants à voir. Mais Strowman, du coup, parce que vous me dites qu'il est un peu absent, mais Strowman, il est toujours champion universel. Oui, mais il est noyé. Oui, c'est ça, voilà, mais il a son titre sur lui. Donc, du coup, oui, il a le titre sur lui, c'était pas un match. C'est comme Brock Lesnar à l'époque japonaise, il est parti avec le titre, mais lui, c'est pas volontaire. Okay, ça marche. Donc, ce qui nous amène, j'allais dire, d'une voie qui déraille à une autre, Sasha Banks contre Shayna Baszler pour pas de match pour le titre. Alors pourquoi je dis déraille, à mon modeste avis, match plus que quelconque qui finit en un no contexte, enfin pas de résultat particulier sous les 5 minutes. Et encore, voilà, je n'en peux plus de ces matchs interrompus. Il y a quelques émissions, Michael nous parlait beaucoup des shenanigans, mais là j'en peux plus des matchs comme ça interrompus. Il y a une espèce de courant de triche et de matchs interrompus pour rien. C'est absurde. Et en plus, ça fait suite aussi à un autre arc. Je crois que c'était la même soirée. Hein. C'était pas sur SmackDown, c'était la même soirée où Nia Jax s'est fait virer. Parce qu'elle a refusé de suspendre, merci. Parce qu'elle a refusé de présenter ses excuses à un officiel. Et là, ouais, je pense que j'attends tellement Shayna Baszler que je suis emmerdé en fait par qu'on la mette dans des trucs aussi bidons. Quoi qu'on va voir un peu plus tard dans la soirée que ça. Enfin non, c'est même à la suite de ça d'ailleurs que Sasha Banks va négocier après l'intervention d'Asuka. Que en gros si Asuka vient à bout de Bayley dans un match la semaine prochaine, elle peut avoir un match pour le titre avec elle à SummerSlam. Ah, c'est un gros bordel, hein, faut vraiment suivre. Et Baszler qui commençait à se chauffer effectivement aussi avec Asuka en lui disant limite je me réjouis que tu gagnes le titre parce que quand tu gagneras le titre de Raw, ça me permettra de venir moi-même te le récupérer. Voilà dans les grandes lignes. Alors, je suis assez d'accord avec toi sur l'histoire des no-contests. Il y en a marre. C'est comme les surprise roll-up, j'en peux plus. Je sais pas si tu connais sur YouTube, c'est What Culture Wrestling. Oui. Ils tiennent un compte des surprise roll-up. On en est à 49 depuis le début de l'année. Ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Et même, j'ai envie de te dire,
J'ai presque l'impression que la seule manière de gagner d'Asuka et Bailey à l'heure actuelle, ce sont des surprise roll-up. Les meufs n'ont plus de finisher. Ouais. Et c'est. Depuis. Si, il y a eu American Bash, mais d'ailleurs, elles ont perdu. Alors, Asuka en a. Bailey en a perdu un. Et Bailey en a. Pardon. Sasha Banks en a perdu un. Et Bailey en a gagné un, je crois. Et je crois que c'était. Je sais plus si c'était des surprise roll-up ou pas. Je sais plus. Bref. Mais oui, globalement, c'est un peu le foutoir. C'est un peu le foutoir. Et les surprise roll-up, comme tu le rappelles, c'est pas très excitant. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui nous amène donc à la suite, à savoir Angel Garza, accompagné de Andrade et Zelina Vega. Oh, Zelina Vega, elle est incroyable. Moi, franchement, les tenues. En fait, là, en ce moment, elle est dans son époque modèle art flamand. Avec des espèces de couronnes et de trucs un peu art nouveau. Elle est fabuleuse, hein. En plus d'être... après, ça dépend, hein. Chacun voit midi à sa porte en termes de goût, d'être très guapa, effectivement, d'être une très belle femme. Elle tient vraiment son personnage, c'est très chouette. Et donc, c'est Angel Garza qui vient à bout de Angelo Dawkins, qui était accompagné de Montez Ford dans un match très très court. Et la défaite vient d'un simple fait, c'est que Angelo a été perturbé par une espèce de malaise de son pote Montez. Alors, j'ai trouvé... Pardon ? A été empoisonné. Oui, j'allais y venir. Mais c'est intéressant parce que nous, on blague sur le cas de Chakas, sur Montesport, qui en fait un peu too much avec sa reprise de gimmick totalement réappropriée à la Ultimate Warrior, qui s'agite, qui court, qui n'arrête pas en mode limite cocaïné, etc. Et là, j'ai trouvé intéressant en fait que cet attrait-là viennent créer de l'inquiétude et créer une espèce d'arc et d'intrigue, on verra ce qu'elle donnera, avec cette histoire d'empoisonnement, parce que donc il y a un deuxième temps, après ce match perdu par Angelo Dawkins, c'est donc un match simple avec Andrade contre Montez Ford. Et là, on a donc effectivement un no contest parce que Montez Ford fait un malaise. Et là, le no contest est justifié. Et j'ai trouvé ça très intéressant, avec notamment un passage ensuite à la... Comment on appelle ça auprès des médecins, parce qu'il y a Bianca Belair, donc, qui est la compagne à la vie, comme dans le trio. Le ring, comme au ring, merci, de Montez Ford, qui réapparaît, et ça, je suis très heureux quand Bianca Belair réapparaît, je suis toujours très heureux, et elle se vénère de ouf contre Zelina Vega, parce qu'elle est persuadée, et elle a quand même plutôt pas mal de raisons de l'être, que c'est eux qui ont empoisonné son chéri, voilà, donc ça, moi je trouve que ça augure du bon. Je sais pas ce que tu en penses, Tréa, et Félix, si tu as vu ça éventuellement, au moins dans les résumés. Le poison. Déjà, moi, j'apprécie énormément le trio Angel Garza, Andrade et Zelina Vega. Ça commence à bien prendre, ouais. C'est surtout, ils font le café, ils sont là depuis 4 mois, on ne voit qu'eux, et son étable elle est en train de grossir. Ils sont même presque associés avec Orton, mais bon, Orton, tu t'associes jamais vraiment avec lui. Hein, Orton s'associe avec lui-même. Voilà, Orton s'associe avec lui-même. Ouais. Mais non, vraiment. Et puis alors, Angel Garza, c'est un peu ma révélation de cette année. Ah, tu l'avais pas connu à NXT quand il avait eu le titre Cruiserweight ? Vite fait. Je l'ai découvert pendant l'équipe, justement à cette époque-là. D'accord. Genre, le mec débarque, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Il remporte le titre Cruiserweight, il se le fait entre guillemets. Bon, ça va, c'était quand même un très bon match. Et en plus, il fait une demande en mariage juste après. Excusez du peu. Ah, ok. Tu te souviens pas, quand il avait gagné son titre, il avait fait sa demande en mariage à son épouse. Possible. Voilà. En tout cas, je ne vois pas trop qu'il est marié, vu comment il drague tout ce qui passe. Mais justement. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, excuse-moi de te couper, maintenant que je me rends compte de ça, c'est qu'il a complètement lâché cette gimmick réelle, en fait, depuis NXT. Ils ont complètement coupé cette réalité, en fait, de le voir fiancé, marié, avec cette femme qui est son épouse à la ville, et non pas au ring. Et j'ai l'impression qu'ils ont complètement lâché ça
pour lui redonner un Angel Garza full séducteur. Excuse-moi, c'était la petite remarque que je puis me faire grâce à toi. Justement, je trouve d'ailleurs que, clairement, c'est le meilleur du monde à ça. Je suis Ouais, assez d'accord. clairement. C'est le mec respire la séduction. Et puis alors, juste je regrette qu'il n'ait pas un vrai finisher. Parce que son wing clipper. Ah, c'est le gros débat, ça. Moi, je l'aime bien, ce finisher. Il est vachement bien, mais ça, setup, c'est l'enfer. Hein. Enfin, on connaît la règle d'un bon finisher. Le bon finisher, tu dois le sortir de nulle part. Par exemple, Drew McIntyre qui te sort un Claymore juste après un keep-up, et après s'être pris un super kick. Là, on a du finisher. Que le Wing Clipper, ça prend des plombes à mettre en place. C'est sûr, ça a l'air extrêmement violent. Ah oui, mais alors un finisher comme le One Winged Angel de Kenny Omega qui n'est pas sorti de nulle part, mais c'est impressionnant aussi. Ah oui, vous avez 3 heures. Il lui tient une jambe, machin. Là, ouais. Oui, non, mais c'est pas. Oui, c'est clair que. Mais il lui en manque un en plus, tu vois. Je pense qu'il aurait ça à son arsenal. Son actif, ouais. Il a des super kicks de malade. Ah non, il est super complet, il n'y a aucun souci. C'est ça, il est super complet, il a le full comme Andrade d'ailleurs, mais Andrade qui est un peu sous-exploité depuis quelques temps. Andrade, le problème c'est que son accent c'est une catastrophe. Je pense que c'est vraiment lié à ça. C'est délicat parce qu'en plus les places sont totalement prises dans les créneaux. Alors j'en ai parlé beaucoup ces dernières émissions, moi je suis un petit peu embêté sur le côté forcé par équipe ethnique interposée, mais bon, si ça peut permettre une variété ethnique, c'est toujours bien. Ça, c'est un autre détail. Mais je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'en fait, maintenant, on a Angel Garza qui est le pur jus séducteur latino, quoi. D'ailleurs, pour anecdote, pour faire sourire, il draguait une nana du Bachelor dans cet épisode. Voilà. Et en gros, l'autre créneau a été pris par Escobar, quoi. Par Santos Escobar, dont on va vous parler après dans NXT, qui lui a un anglais aussi impeccable et qui lui en plus switch anglais-espagnol. Bon, je pense que Garza serait capable de le faire aussi, si ce n'est qu'il le fait déjà, peut-être. J'ai pas fait attention. Donc, il parle anglais, mais avec son petit accent latino. C'est ça. Tu vois. Donc, alors. Les deux gros morceaux de rigolade, on va commencer par le moindre, hein. Là le show se finit là-dessus. On a un tournoi de cocktail Molotov de l'équipe de Ninja sur la centrale électrique, le groupe électrogène de... Ah, c'est pas les ninjas, c'est pas les ninjas. Non, c'est pas les ninjas, oui. Ah, c'est pas les ninjas? Ah, j'ai mal suivi. Alors attention, c'est une nouvelle faction. C'est une nouvelle faction qui s'appellerait Rétribution, qui serait composée de femmes et hommes. Tu sais pas d'où. A priori, ça serait des catcheurs NXT qui. C'est le Nexus, quoi. Ouais, c'est genre. Ça a fort. Ce Roland Nexus. Hein. Je crois. Ah, attendez, parce qu'on vous entend pas l'un l'autre. Je te laisse terminer, peut-être Tréa, juste avant Félix. Et en fait, oui, tu as raison, ça a fort Roland Nexus. Et j'ai presque envie de te dire, et si c'était en fait tous les gens qui ont été release par la WWE, ils les foutent, et ceux qui n'ont pas voulu re-signer. Ce serait malaisant. Dans une équipe en mode ouais, on se rebelle contre le système, machin, on en a gros. Mais non, c'est pas possible. On en a gros et en mode comment il s'appelle, comme le New World Order en fait à le WCW. Ce sera à vomir. Hein. Félix, t'allais dire? Ah, ouais. Non, j'allais dire, déjà c'est pas trop possible parce que la très grande majorité ont déjà signé ailleurs et catch ailleurs, donc ce serait une grosse enflure de la part de ces catcheurs de faire un comeback, quoi, surtout par rapport à ça. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, oui, ils parlent d'une nouvelle faction et en fait c'était l'un des deux gros teases de l'émission en mode venez, on a besoin de faire de l'audience, regardez, il y a Shane McMahon qui revient et puis en plus il y a une nouvelle faction. Et en fait c'est juste des gars avec des cocktails Molotov en mode Antifa, hyper moche, hyper mal parodié et tout ça. Des Black Buck.
Voilà, qui te brûle ton générateur électrique et Mm. donc qui cause des interférences de lumière et de son durant toute l'émission. Les fameuses dont tu parlais effectivement, Félix. C'est peut-être le NPA, hein, c'est peut-être une team Mais de, oui, forcément. de Mélenchon, ou, voilà, bref. Non, je dis n'importe quoi. Ce qui nous amène, après cette perturbation du groupe électrogène, à Shane McMahon, dont tu parlais, et à son Fight Club de Lidl, on peut dire. Je te laisse présenter le bousin qui, là, par contre, Ah, nous a vraiment fait rire, et moi, par contre, n'existe pas dans ma tête. Hein. alors moi je suis bizarrement moi je suis T'es hypé. je prends non non je prends la parole mais parce que ce genre de délire très pseudo réalisme et tout ça dans le catch moi c'est un peu ma came un peu chelou parce que bah, le catch c'est pas forcément fait pour être réaliste mais parfois t'as l'impression que le catch veut être un vrai sport de combat et donc du coup il organise des shows façon sport de combat alors que c'est des catcheurs qui sont sur le ring et pas des combattants de MMA mais des catcheurs qui ont des backgrounds légitimes. Donc bon, tu sens que le catch, des fois, il a quand même envie de dire, hé les gars, on n'est pas des merdes, quoi. Ok. Et donc je pense que la WWE a voulu faire ça, mais à la façon dont Vince McMahon et Kevin Dunn et Shane McMahon, donc Kevin Dunn c'est le gros réal, le gros producteur en chef des émissions, voient l'UFC, le cas, Vois, attention. voient, pardon, tous ces trucs-là qui sont des sports de combat légitimes. Et donc, du coup, ils se sont dit, eh ben, on va faire Fight Club, mais 23 ans après, avec des stripteaseuses dans un sous-sol, avec des cartons et tout. Ah, Félix est Avec, témoin, il a vu mon malaise total. mon Dieu, avec des gens sans masque, avec Oui, c'est vrai. 50 coupes au montage en moins d'une minute 30. Euh, et puis des coups tellement fake que bah, le réalisme n'est pas là. Des coups tellement fake, mais aussi qu'on ne voit Allô? pas. Parce Allô? que, Allô? oui, oui, tu Allô? m'entends? Le réalisme? Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, s'il vous plaît. Oh, c'est le réalisme qui m'a tué. C'est ça. Euh, non, mais ER. c'était trop, c'était trop. Et puis, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles, Bah non, d'accord. C'est la règle permis. c'est qu'il n'y a pas de Mais du règle. coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est des vrais combats? Vu que ça se passe sur un ring. Et puis, il y Pourquoi a Dolph quelqu'un Ziggler? Et puis il y a quelqu'un qui dit on s'arrête. Donc quand est-ce qu'on décide que ça s'arrête? Et puis pourquoi c'est qui ces gens? On les connaît pas. Enfin que de la merde. J'ai... Et Moi ça Oui, m'a attends, non, fait... non, il y a les Ah, Riders qui pointent à un moment et qui roulent sur les gars. Mais après, voilà, ça c'est le gimmick des Viking Riders. Ils sont là où ça castagne. Donc, la bagarre. mais les bagarres. Mais Les ouais, bagarres. ouais. Moi j'ai eu l'impression, comme dans les comics Marvel, alors je parle pas du Marvel Universe film, hein, le MCU, mais du Marvel Universe Comics. Et du coup, j'ai l'impression de cette espèce de zone négative qui est une prison qui a été créée initialement par Red Richards, donc Monsieur Fantastique, des 4 Fantastiques, ah oui, pour, dans la zone négative où il avait mis tous les super vilains, et qui après, je crois, a été reprise par Harry Osborn, donc le bouffon en vert, pour en faire justement une zone plutôt une espèce de vivier de super vilains. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, mais en truc mal maîtrisé, en mode n'importe quoi, en mode super malaisant avec les espèces de stripteaseuses, mais vraiment, ça fait le truc, vous savez, très crade, mais qu'on peut voir soit que popper dans les années 80-90, que c'était un univers cradin comme ça, un peu comme on peut voir dans Till Dusk Till Dawn, c'est ça, de Robert Rodriguez, donc comment ça s'appelle en français déjà? je vais te retrouver ça. C'est pas T'as grave. pas- Mais vous aurez reconnu la ref. Ou alors, dans un univers que tu crées vraiment, bah, encore pour rester chez Robert Rodriguez, genre Lucha Underground, quoi. Avec un truc où Ah il y a non, une vraie. Où il y a non, un vrai habillage pulp, crade, intentionnel, travaillé, quoi. c'est Dusk Till Dawn et c'est Une Dusk nuit en Till- enfer. Merci, une nuit en enfer. Alors, pour le coup, tu vois, moi, honnêtement, ce segment, j'ai pas compris. Non, J'ai pas compris. nous non plus. C'est un peu en mode en panique parce que la AEW est en train de nous prendre des parts de marché. On va essayer de faire un truc jeune pulp. Vas-y, Shane, t'as une idée? Ouais, vas-y, je vais mettre 3 catcheurs dans une cave et on va enlever les cordes et puis ça va le faire. On va faire un petit Dark. Ouais, surtout, Non, mais c'est
j'ai envie de dire, tu vois, enfin, c'est le niveau zéro, quoi. Ouais. Tu veux faire un truc réaliste, mais putain, tu pars dans le cage fight, tu pars dans les combats. En Je sais plus, pas, dans le NXT, combat il y a hardcore, quelques mois, ils l'ont fait. Ils ont ah fait oui, un très bon match de catch pseudo-réaliste avec Matt Riddle et Timothy Thatcher dans une cage un peu façon MMA. Et tu l'as fait il y a quelques mois dans le même performance center. Vas-y, wesh. Non mais oui, Félix monte dans les aigus, donc je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. D'autant et qu'on puis c'est a. pas le niveau zéro, hein, ah c'est ouais, pas le niveau non, zéro. il C'est le manque niveau, encore un c'est truc. Oui, c'est pas, surtout. c'est pas le niveau 0, c'est le niveau -2, parce que je vous rappelle qu'on était dans le sous-sol du performance center. Oh, joli. Joli, j'asclape. Et bah très bien, on s'arrête là, on verra l'étendue du massacre la semaine prochaine. Faudrait faire une émission entière là-dessus, tellement il y a de trucs à dire. Ouais, Oh, mais il on y a aura le temps. il y a encore un truc qu'on a oublié, Ah. évidemment, c'est la continuité du feud entre Seth Rollins et Oui. Dominic Mysterio. putain. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. oui, Oh. attends, on peut pas passer à côté de ça. Si, on peut en fait. Alors, mais non, parce que non, en vrai, il y a pas tout qui est à jeter là-dedans. Déjà Dominique, même s'il est encore un peu green, comme disent dans le métier, il a la niaque. Ouais, mais il sait rien faire pour l'instant. Il est beaucoup trop. Non, mais il est beaucoup trop jeune. À part le 619, le placement est approximatif. Il va. Franchement, moi j'ai très peur pour SummerSlam. Hein. Je te laisse finir, mais j'ai très peur. Hein. C'est beaucoup trop tôt. Je sais pas, moi je trouve son frog splash c'était pas dégueu, il y allait. C'est super Même allège. si, même si Murphy était clairement là pour le réceptionner 3 mètres avant qu'il tombe. Bah ouais, ça fait beaucoup quand même en une séquence de même pas quelques minutes quoi. Oui, non, et Frog Splash, et 619. Ouais, mais tu fais quoi entre temps dans un match? Tu fais quoi? Je veux dire. Un match où il va être soi-disant tout seul, d'accord, tu peux le rythmer avec un côté heal où Murphy peut s'en mêler, ou quelqu'un d'autre du côté de Dominique peut l'aider, genre Aleister Black ou qui sais-je, mais moi j'ai peur. Moi je sais pas, je pense il y a peut-être quelque chose à faire en fait avec Murphy. En fait. Je pense que justement c'est vers ça qu'on se dirige, c'est-à-dire que Seth Rollins, il va mettre une branlée à Dominique. Hein. Sans déconner, c'est Seth Rollins. À chaque fois, Dominique, il s'en sort parce que, bon, en même temps, il arrive avec un kendo stick. Il a fait des traces, hein, le kendo stick. Hein. Tu regardes le dos de Seth Rollins, il est bien marqué. Mais ouais, je pense qu'en fait, on se dirige vers un feud en fait, entre justement Murphy qui se rebelle contre Seth Rollins et Murphy enfin qui a son push et qui le mérite. T'es très généreux, hein, t'es très optimiste. Hein. Ah non, mais moi Murphy, c'est probablement mes heals préférés à la WWE. Ah non, mais là-dessus je te rejoins. Mais je veux dire, t'as vraiment beaucoup d'espoir, hein, parce qu'entre Dominique qui arrivera à peu près à gérer et Murphy qui a un push, ça. J'espère que tu veux pas cramer tous tes vœux pour Noël, hein, parce que. Ouais, mais bon. Ça, mais on vrai, verra. On verra, ouais. Murphy, quoi. Bah c'est sûr que là il végète bien là, il végète bien. Petite précision avant qu'on passe à NXT, parce que mine de rien, mine de crayon, on a fait très long, hein, mais dans le bon sens du terme, c'est chouette, c'est assez nourri. Notamment Félix qui nous a rajouté sa rubrique qu'est-ce que vous pensez d'eux. Et on a, moi je voulais souligner quand même, et c'est là où tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux du bonhomme, insupportable ou quoi au caisse, Seth Rollins est très bon, parce que son arc au micro face à Tom Phillips, qui est un des commentateurs qui est de plus en plus présent d'ailleurs. Phillips il fait la navette.
chronique, Philips. C'est ça, exactement. Il fait des séchages à 4500 tours minute. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tom Phillips, donc, est un commentateur qui a vraiment, avec les années, explosé, hein, parce qu'au début, on le connaissait surtout sur les top 10 sur la chaîne YouTube, et puis de plus en plus à NXT, et maintenant à NXT, Raw, partout, quoi. Partout comme dirait Emmanuel Ier, et tout ça pour dire que il se fait en fait mettre à l'amende, et de manière assez futée, par Seth Rollins, qui lui dit t'as pris parti quand Dominique est venu me bolosser avec les kendo sticks, t'étais là en train de t'enjailler, t'as pas fait arrêter le match, c'est pas professionnel et tout. Et là, assez inattendu, moi j'ai eu un petit coup de peps, même si je pense que ça mènera à rien. On a Samoa Joe qui est venu s'en mêler, en fait. Il a fait ne va pas par là, parce que si tu viens par là, et il a commencé à enlever sa veste et tout, et là j'étais en mode waouh. Mais non, évidemment que je me doutais qu'il allait rien se passer et que Samoa Joe elle allait pas catcher, mais c'était comme dirait, comme on dit dans Dick Neck, je te dis que t'es tendu. Et donc c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé cet arc là, et c'est ce qui me fait dire que quand même ce Raw était plutôt chouette. On continue, même si ça peut être frustrant sur ce qui restera, parce qu'on a mis pas mal de temps pour se diriger vers la NXT. Oui, Tréa, excuse-moi, je t'entends plus. Fait sur Drew McIntyre, Randy Orton. Ouais. Il y a la vignette de Félix qui résume déjà. Non, je plaisante. Vas-y, pour replacer le contexte. On te laissera finir. En gros, oui, Seth Rollins qui met un coup de pression à Randy Orton, lui disant qui en fait carrément fait un shoot sur Randy Orton au micro directement, lui dit que c'est un selfless freak. Ouais. Salaud. Non, enfin, moi j'aime beaucoup Drew McIntyre à l'heure actuelle. Je trouve que t'es pas tout seul. C'est un très bon champion. Il a le truc. Franchement, il a le package, quoi. Et j'ai qu'une hâte, en fait. Quand tu dis il a le package, il a en le tout full bien package. tout honneur, oui, voilà. En tout bien tout honneur. Non, il a le full package. Et puis, vraiment, j'ai juste envie de le voir avec une salle remplie de fans et d'entendre le pop, quoi. Parce que il le mérite tellement, quoi, le pauvre. Non seulement il le mérite, mais en plus, il a tout, quoi. Enfin, quand tu le vois déjà se faire bolosser par Dolph Ziggler. Il se fait bolosser par lui-même. Juste, il est magique, il est capable de sel, il en a de poivre plein la gueule depuis des années. Mais non, vraiment, moi je suis super content pour lui. J'espère qu'il aura un long règne, que jusqu'à au moins le prochain WrestleMania, même si j'ai l'impression que c'est pas du tout ce qu'il est en train de se préparer. C'est plutôt Randy Orton qui va prendre le titre pour se le faire reprendre par Edge à WrestleMania l'année prochaine. Au secours. Voilà, mais en tout cas, oui, on te rejoint sur l'aura du bonhomme. On l'aime beaucoup avec Félix. Le duel de promo était, pour le coup, c'était très bien. C'est juste ce qu'il faut, en fait, parce que t'as pas aidé ma mère quand ma mère elle allait pas bien. Tu m'as pas aidé. Non, mais entre les suspensions, l'empoisonnement, le souterrain, le générateur qui brûle, Dominique Mysterio qui catch, c'est beaucoup trop. Le catch, c'est simple. T'as deux gars qui s'affrontent pour un enjeu. Il y a une rivalité qui naît vraiment organiquement entre les deux, simplement, naturellement, parce qu'il y a une histoire entre les deux, parce que chacun a un parcours qui forcément clash. Et puis voilà, quoi. Bah oui, Félix, mais honnêtement, moi je te dirais que, mine de rien, encore une fois, mine de crayon, ça cohabite. Tout ça, ça cohabite. Et pour avoir vu le show dans son entièreté, ça marche. Moi, je ne me suis pas ennuyé, quoi. Quand les morpions et puis les poux cohabitent, t'es dans la merde, quand même. Oh là là, quelle violence. Bon, on va passer à NXT parce que là, je crois qu'on peut plus rien faire malgré la solution active. NXT, donc... Alors, attention, en parlant de NXT, dans le live, on voit que tu es sur Cage Match, mon cher Mehdi. Ah, ok, d'accord. Tant pour moi, j'ai dû avoir un switch d'écran système. Je pense que ça doit être
Good, ouais. Mais pourquoi vous n'êtes plus là? Ah oui, il a dû me changer de chaîne, cet imbécile heureux. Excusez-moi, voilà. C'est mieux, c'est tout beau, c'est tout propre. Et on retrouve nos bouilles. AEW, ça y est, je saute des étapes. NXT, pardon. NXT, plutôt riche, lui aussi. Moi, pas mal de bonnes choses, des trucs un peu. On va voir. Truc de l'épisode d'NXT, alors, il donc, est pas très riche. Hein. On commence par comment dire, le match pour une tentative pour le titre féminin entre Dakota Kai et Rhea Ripley. Dakota Kai qui vient à bout de Rhea Ripley. Chouette match. La conclusion est un peu trop abrupte à mon goût. Mais finalement, en fait, elle prend sens après. Parce que moi, quand j'ai vu la conclusion, j'ai fait quoi donc, il se trouve que Dakota Kai donc, gagne par assistance. Alors, ça commence à devenir un peu comique, hein, parce que Dakota Kai, elle arrête pas de se faire aider par des meufs où elle a rien demandé. Il y a eu Gonzalez avant ça, et là c'est. Et puis, à chaque fois hispanique d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est Martinez. Voilà, à quand la prochaine en S, quoi. Et qui vient bolosser Rhea Ripley et qui permet à Dakota Kai de gagner et d'avoir son titre pour le match contre Kairi Sen. Ah là, je suis fatigué, aidez-moi. Yoshirai. Contre Yoshirai. Je suis très heureux d'ailleurs de cette affiche, ça n'engage que moi. Est-ce que l'un d'entre vous a vu le match ou voudrait en dire quelque chose ou pas? Ouais, moi je suis pas content. Ah bah très bien, chacun son tour. Moi c'était moi contre AJ Styles tout à l'heure, à toi de jouer. Je suis pas content, je comprends pas déjà ce délire justement avec Dakota Kai qui constamment vient se faire aider par. C'est bizarre, hein. Ouais, non, et puis alors là, j'ai presque l'impression qu'en fait, c'est juste l'autre était pas dispo et ils en ont pris une hispanique, quoi. Oui et non, en fait. Là où je te dis que ça fait sens après, c'est que je trouve que ça croise la rancœur du nouvel agent comment dire, de Mercedes Martinez, de la rancœur qu'il avait parce qu'il s'était quand même fait foutre à la poubelle et bien tabasse par elle à 2 reprises quand il essayait de la recruter. Et puis aussi Mercedes Martinez, ça va avec son caractère. C'est-à-dire la meuf, elle veut toper très vite, très fort, très haut, quoi. Donc venir provoquer replay, ça, pour moi, les deux font que ça fait sens. C'est pas trop capillotracté, même si je suis d'accord, comme je l'ai annoncé au début, que Dakota Kai, elle a pas besoin d'aide, quoi. Et moi, ce qui me fait un peu peur, quoi, c'est ce que ça fait à Ripley. Parce que, mine de rien, la meuf, elle était censée se faire Charlotte Flair, au final elle perd, elle est un push monstrueux, et puis elle tombe dans les tréfonds de NXT, quoi. Là, clairement. Vraiment les tréfonds, parce que là, Dakota Kai, enfin, je veux dire, c'est low mid-card, quoi. Oh non, non, t'exagères. Non, c'est vraiment parce qu'on lui a pas donné sa chance, hein. Mais franchement, Dakota Kai, depuis son heel turn, et puis on sait qu'elle a le potentiel, quoi. En fait, c'est plutôt, enfin, c'est Tegan Nox, tu vois, mélanger à Dakota Kai, les deux ensemble, moi, ça me fait penser à du low mid-card, quoi. Même si elles ont essayé, même si elles sont très méritantes, je sais pas, il n'y a pas. Ah oui, tu parles de la cohérence. Oui, peut-être, ouais. De ce côté-là. Toi, tu n'avais rien vu d'NXT, Félix? De quelle émission, pardon? NXT, pardon, qui me parle? Mais c'est quelle émission ça, NXT? Ça passe sur quelle chaîne, ça? Ah là là, quel troll. Alors, il y en a un de vous deux qui a un micro qui crépite un petit peu. Je ne sais pas qui est-il. Est-ce que c'est le mien, peut-être? Je ne sais pas, peut-être. À la limite, si vous n'êtes pas en mode papotage, n'hésitez pas à le couper de votre côté. Ensuite, on enchaîne avec un match simple. Bronson Reed qui vient à bout de Shane Thorne, qui était annoncé comme arrivant effectivement de sensation, arrivant de NXT UK. Squash en 4 minutes 30. C'est une catastrophe. Le match est pas mauvais en soi, mais personne n'en sort grandi. Bronson Reed, je sais pas qui y croit. Shane Thorne arrive, il se fait bolosser par un mec auquel personne ne croit sur un match quelconque. C'est dramatique. Voilà.
on peut dire next, sauf si je me fais intercepter au bon par Tréa, ce qui nous amène donc à une tentative de participation au match triple menace pour le titre nord-américain entre Damian Priest, Oni Lorcan et Ridge Holland. Ridge Holland, je sais pas d'où il vient, je crois qu'il vient de NXT UK, mais j'en avais pas plus entendu parler que ça auparavant. 6 minutes 40, et perso, très emballé quoi. Très efficace ce match, et Damian Priest, il continue de, moi, à titre perso, de vraiment me convaincre. Hein. Il a, moi, Damien Priest, j'ai juste un problème avec lui, c'est son entrance. Ouais, le truc de la flèche. Ouais. Son gimmick de l'archer, de l'infamie. Enfin, ouais, ok, je baille pas. Par contre, dès qu'il commence à jouer le bad guy avec sa matraque, là, ouais, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Bah là, il l'a lâché, le gimmick bad guy et les nénettes en mode gigolo, parce que justement, il est un peu dans un truc intermédiaire, pas tout à fait face, mais peut-être twinner, enfin, il est plus trop là-dedans, quoi. C'est bien dommage. Bah, je sais pas, moi depuis, je trouve qu'au niveau du catch, alors je vois, il avait vraiment le physique, hein, comme un Matt Riddle, mais les coups en mode kickboxer et tout, waouh! Enfin, kickboxing plutôt, parce que kickboxer c'est le film. Mais vraiment, ça marche, le match est très court, c'est très efficace. Oni Lorcan, brûlez-lui un cierge, qu'il il est formidable, et puis il permet que tout le monde s'en sorte en étant voilà. Je savais que ça allait le réveiller. Donc tout le monde s'en sort en étant effectivement en ayant une certaine aura de ce match-là, même les perdants. On a ensuite un arc complètement absurde à mes yeux, aussi parce que ça induit Bronson Reed qui rencontre au loin Damian Priest, qui est interviewé pour sa victoire, et qui finalement se retrouve à se défier pour la semaine d'après. Voilà, faudra passer par là. Et puis ensuite on arrive à un match entre Keith Lee contre Cameron Grimes. Quelconque. Voilà. C'est pas une pure. C'est pour faire monter la sauce du match Keith Lee contre TikTok. J'ai pas les copyrights Karrion Cross. Non. Donc voilà. Je sais pas si Tréa, si tu voulais rajouter quelque chose. Bah, je sais pas, c'est Keith Lee qui pour le coup à l'heure actuelle, bah, c'est un peu le top guy de la NXT. Mais il est pas en top guy comme il faudrait, quoi, parce qu'on en parlait. Ouais. Michael insistait beaucoup sur le fait que, et moi je le suis depuis très longtemps, genre PWG et autres, Keith Lee c'est un mec qui sait faire plein de trucs, et pas que genre, bah tu parlais justement des nouveaux big guys, un peu type Big Show machin. Keith Lee il est clairement dans cette lignée-là. Mais je le vois dans une ligne Undertaker, tu vois. Le côté, justement, big guy, mais en fait super explosif et qui te sort des jumps de la troisième corde. Mais c'est ça, le souci, c'est lui, il sait faire ça, quoi. Et c'est en ce moment, ça fait un petit moment que c'est pas du tout exploité. Et c'est inquiétant. J'attends de voir le match contre Karrion Cross pour voir ce que ça va donner. Mais... Ouais. Parce que Cameron Grimes, mine de rien, c'est quand même... En tout cas, moi je trouve que c'est un des meilleurs fake heavy hitters de la NXT. Enfin, tous ses coups, t'as vraiment l'impression qu'il porte, quoi. Le gars, même si après, clairement, tu mets Keith Lee face à Cameron Grimes, tu te dis, bon, bah, Grimes, il va se faire rouler dessus, hein, clairement. Il a pas du tout la même aura, mais au moins, voilà, je pense que c'était juste un combat safe pour faire monter la sauce. Non, mais ça fonctionne, et je te rejoins, parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour Cameron Grimes, mais ouais, je sais pas. Pour l'instant, surtout parce que j'ai peur pour l'avenir de Keith Lee en l'état actuel des choses. Ce qui nous amène à ton autre cher ami, qui n'est pas très haut dans ton cœur en ce moment, et surtout vu ce qu'ils en font, Tegan Nox, qui vient à bout de Indy Hartwell, la petite sensation montante indie, maintenant signée NXT. 3 minutes de match, bon, c'est pour redorer le blason de Tegan Nox, et en mode paillasson sur Indy Hartwell. Voilà. Oui, c'est un peu ça.
le problème du jobber, quoi. Ouais. D'ailleurs, ça, je suis content qu'il le fasse de moins en moins en fait sur les main shows parce que enfin, si, la dernière fois qu'ils l'ont fait, je crois que c'était Matt Riddle contre un jobber. Le gars, je crois que c'était un local ou un gars de NXT qui juste il fait laminer. Enfin, tu fais, mais à quoi ça sert, quoi? Enfin, et le jobber, même si effectivement il fait que ton gars est monté, enfin, tu fais pas vivre ton écurie, quoi. Ton Je gars trouve qui ça. n'aurait pas dû raser sa barbe d'ailleurs. Ça c'est pour Félix, hein, il comprendra. Oui, j'ai compris. Je vous ai compris. Dans un catcheur à la NJPW qui n'aurait définitivement pas dû raser sa Un barbe. grand barbu éternel. Et à part ça, oui, que te dire, Tréa, si ce n'est que je te rejoins totalement. Ce qui nous amène sur les 2 derniers arcs de la fin de NXT. Le premier, un peu quelconque, mais un peu nécessaire et qui reste cohérent par rapport à cette nouvelle Heel Stable, Power Heel Stable, Legado del Fantasma, Legado del Fantasma avant, qui effectivement ramène donc Breezango pour les tabasses au milieu du ring et pour leur dire tu te moques pas comme ça del legado de los mexicanos parce que nous on a la lucha et lucha is art donc t'as pas le droit de faire ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, ce qui c'est pas mal, c'est une espèce d'avertissement. Alors j'ai pas compris en fait, au lieu d'en faire un avertissement global ils en font un avertissement assez ciblé à Swerve. Bon, parce qu'on a vu qu'il était passé au 205 et où ils avaient perdu. En plus, ils auraient gagné, je dis pas, mais ils avaient perdu face au duo mexicain de Legado del Fantasma. Mais j'ai pas compris pourquoi cet avertissement spécifiquement à Swerve. À part prouver qu'ils ont encore confiance en lui à NXT. Et donc enfin... Mon Dieu. Ouais, enfin on arrive, Tréa, je t'en prie, hein, vas-y, je te laisse annoncer la couleur. Ouais, qui vient à bout de Undisputed Era, composé de Bobby Fish et Kyle O'Reilly pour l'occasion. Et sur les abords du ring, on avait Adam Cole et Roderick Strong. Un gros bordel cet arc, je dirais même pas ce match, hein, je dirais cet arc. Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, Imperium, Undisputed Era, pourquoi pas, hein, Undisputed Era de toute façon qui revient régulièrement et c'est mérité parce qu'ils le font avec humour, ils le font avec talent, ils le font là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, on a un side ring, un truc qui traîne depuis un petit moment, c'est une tension entre Adam Cole et Pat McAfee. Qui est un ancien de la NFL qui fait partie des équipes des consultants WWE depuis quelques temps et qui a aussi un podcast durant lequel il y a quelques semaines Adam Cole avait pété un plomb parce qu'il lui avait dit mais de toute façon sans Undisputed Era tout seul t'aurais jamais rien fait et donc ça a monté ils se regardaient c'était un peu relou, c'était insistant, c'était pas très finaux, jusqu'à le climax de fin de match où finalement Adam Cole a tellement chauffé Pat McAfee que ça a fini par un coup de chlasse, et entre-temps, cette distraction fait que Undisputed Era perd son match face à Imperium, et donc Imperium reste champion. Qu'est-ce que tu en as pensé, Tréa ? Du fake shoot. Ouais, le tout. Moi, je trouve que c'était vraiment bordélique. Ça a duré que 10 minutes, heureusement. Ouais, j'ai surtout vu le match Undisputed Era, je t'avoue, j'ai un peu l'impression qu'on en a fait le tour. Imperium, justement, d'ailleurs, ils étaient pas encore à NXT, ils viennent d'arriver, eux. Ah non, ça fait quelques shows qu'ils sont là. Oui, je t'avoue, je suis pas toutes les semaines à NXT. Oui, t'as eu le décalage, et puis ça a été un peu le bordel de toute façon avec le confinement, bien sûr. Mais non, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Okay. Là-dessus, y a pas de souci. Déjà, je les aimais beaucoup lorsqu'ils étaient à NXT UK. Et clairement, ils ont la stature. Eux, ils peuvent terminer très rapidement sur Raw ou SmackDown. Il faut juste qu'ils apprennent à catcher à gauche. Mais non, c'est...
je sais pas, le segment shoot, fake shoot en vrai, parce que t'as un tapis de sol qui est bizarrement super bien disposé à l'endroit où Adam Cole est censé atterrir. Ouais, non, c'est très bizarre. C'est voilà, très bizarre. Et puis voilà, pour clore. Oui. C'est pas ouf, quoi. Donc après, oui, Imperium qui vient à bout de Undisputed Era. Si c'est pas par de la triche, c'est juste par des chops. Ouais. Alors, en tout cas, à souligner, un truc sur lequel je rebondis par rapport à ce que tu as dit. Oui, Undisputed Era, jusqu'à quand? Et je vais développer ce que je veux dire par là. Déjà, d'une part, il y a la logique de la même manière qu'Imperium qui fait qu'au bout d'un moment, bah, peut-être qu'ils monteraient dans le main roster, mais en même temps, ils sont tellement l'ADN du groupe de heel comme ça, et que pour l'instant, il n'y a personne en fait qui a leur carrure en termes d'acting et de catch. Deuxième truc problématique aussi, mais qui là permettrait peut-être qu'il reste plus longtemps, mais avec une nouvelle vitesse. J'en avais déjà parlé avec Félix. Kyle O'Reilly, il y a un moment, il nous fait une session de... Alors, je sais pas quel cardio a cet homme, mais c'est incroyable. La session... Regardez le match juste pour la séquence de Kyle O'Reilly. Hein. C'est merveilleux. Il nous fait une session à un moment complètement folle où il vient à l'aide de Bobby Fish. Et là, je me dis, depuis très longtemps, j'en avais parlé à Félix, à quand une session où Kyle O'Reilly va voler de ses propres ailes, quoi. Mais oui, Voilà. oui. C'est ça. Parce que Roderick Strong, il peut voler de ses propres ailes, il n'y a pas de souci. Adam Cole aussi. Mais. Bobby Fish, il se fait vieux. Mais Kyle O'Reilly, non seulement tu dis qu'il a un putain de cardio, mais le mec, il est diabétique en plus, donc il a double mérite. C'est vrai? Oh, putain, waouh, respect. Hein. Et il catch pendant une pandémie de Covid-19, quand même. Ouais. Et le gars, en plus, il a un background vraiment légitime en termes de combat, c'est-à-dire qu'il a remporté des tournois de sport de combat spécialisés en soumission et compagnie il y a quelques années. Et puis, il a une putain d'histoire avec Adam Cole, c'est-à-dire qu'ils étaient partenaires, ils étaient coéquipiers avant à la Ring of Honor. Et puis, ils ont eu une longue rivalité avec un peu de sang qui a été versé sur le tapis blanc du ring. Donc il y a de quoi faire. Il y a un terreau, ouais. Je me dis, c'est fou qu'ils exploitent pas ça, quoi. Bon. Bah, juste, pourquoi pas avec cette histoire de... c'est l'Undisputed Era qui, même si j'en pense que du mal de cette histoire avec Pat McAfee, là, j'en ai rien là, quelle connerie. Qui n'a aucun charisme et qui n'a qu'une tête à claquer. Mais ça peut enclencher un truc de... oui, qu'est-ce que tu fais, mec? T'es en train de vriller. Contre Adam Cole. Ouais. Et pourquoi pas un petit peu après, Kyle O'Reilly contre Adam Cole, et puis Adam Cole qui met over, comme on dit dans le jargon, Kyle O'Reilly, alors qu'il se dirige, lui, vers le main roster, par exemple. C'est ça. Et bon, ça, ce serait si tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Mais pour finir sur NXT, donc juste, n'oubliez pas qu'il y a TakeOver XXX le 22 août. Et donc, c'est déjà officiel, c'est Adam Cole contre Pat McAfee, hein, le match. Ouais, je sais. Ça va être... purge. Okada Dominion 2017, je pense. Io Shirai qui défend son titre contre Dakota Kai. Ouais. Ça va bien. Ça, j'attends tellement. Et puis, il y a encore le ladder match où il y a je sais pas combien de catcheurs pour le titre vacant nord-américain. Donc, il y a Bronson Reed. Ouais. Donc, il y a Damian Priest. Qui aime lancer des flèches invisibles. Et Loomis. Dexter Loomis. Ah, mais oui. Non, il est pas blessé, justement. Il s'est pas pété la cheville. Dexter Loomis. Qui s'est blessé? Dexter Loomis est blessé à la cheville. Ah, merde. Alors, malheureusement. Work ou si c'est un shoot, parce qu'il me semble que c'était sur une prise de soumission justement à la cheville. Ah, ça chie. Oui, voilà. Et donc il y a Damian Priest, Kushida, mon petit boy Kushida. Et puis il y a Cameron Grimes, apparemment. Bien compris. Mais en tout cas, ça chie pas dans le sens où il aurait pu gagner, parce que je le vois pas gagner, mais ce qu'il aurait pu apporter au match, parce que moi pour l'instant je vois bien Damian Priest gagner, quoi. Ah oui. Non, et puis, ouais.
Même, j'ai presque envie de te dire, Loomis pourrait faire gagner Damien Priest. Ce qui serait encore plus... Pourquoi pas, parce que c'est vrai que le mec reste dans son truc indécryptable, donc pourquoi pas. Et ben messieurs, si on veut pas finir au bout de la nuit, je vais malheureusement devoir être raisonnable pour 3, donc on va s'arrêter là pour la WWE.